Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour un autre rendez-vous avec l'ESC Daily Highlights en direct de Barcelone. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous le professeur Bernard Young qui va nous parler des nouveautés dans les nouvelles guidelines de la prise en charge des cardiopathies en cas de chirurgie extracardiaque. Professeur Bernard Young, on ne le présente plus. C'est vraiment un grand expert des valvulopathies. Il a participé à plein de reviewing et rédaction de guidelines. Il est cardiologue du Bichat, il est le vice-président de la Société française de cardiologie et il a aussi participé au reviewing de ces guidelines. Alors, quoi de neuf dans ces guidelines, professeur Young, avec surtout l'évolution des médicaments, les nouveautés concernant le traitement dans l'insuffisance cardiaque. On sait que dans les dernières recommandations, on a introduit la notion de l'évaluation du risque cardiovasculaire, mais du risque de la chirurgie. Mais certainement, il y a des nouveautés dans ces nouvelles recommandations. Effectivement, bonjour à tous, bonjour Leïla, toujours un plaisir de se retrouver autour de ces thèmes qui nous intéressent tous. Et effectivement, ces recommandations étaient attendues parce que les dernières remontaient à 2014, donc il y a quand même eu beaucoup de choses depuis. Il n'y a pas de bouleversement, mais il y a quand même beaucoup de mises à jour. Et évidemment, on ne peut pas résumer toutes ces recommandations qui sont très riches, mais si on peut se focaliser sur certains points, tout d'abord, comme vous l'avez souligné, l'évaluation du risque cardiovasculaire, c'est quand même la pratique quotidienne de beaucoup de cardiologues, d'un patient qui doit avoir une chirurgie non cardiaque. Le principe reste celui d'évaluer le risque en fonction des caractéristiques du patient. Les recommandations insistent sur un examen clinique très soigneux qui doit reprendre toute l'histoire du patient et ça permet dans certains cas de dépister des cardiopathies méconnues, par exemple l'auscultation systématique qui va permettre souvent chez des patients âgés de découvrir un souffle qui n'était pas connu ou des douleurs thoraciques suspectes ou une dyspnée. Donc vraiment une évaluation clinique très soigneuse, une évaluation du risque opératoire en fonction du type de chirurgie avec une classification toujours en 3 groupes qui n'a pas changé, faible, intermédiaire et élevé selon le risque de décès ou d'infarctus périopératoire. Et en gros, pour résumer, ces recommandations font intervenir désormais un seuil d'âge et les facteurs de risque cardiovasculaire. En gros, si le patient a moins de 65 ans et pas de facteur de risque cardiovasculaire, finalement on va se limiter à un électrocardiogramme, et encore pour des chirurgies à haut risque. Pour des patients qui ont plus de 65 ans ou qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, mais pas de cardiopathie avérée ou suspectée sur cet examen initial qui est très important, finalement on va faire l'électrocardiogramme, éventuellement les biomarqueurs et un point important, l'évaluation de la capacité fonctionnelle. Il n'est pas question de faire une épreuve d'effort, mais simplement de savoir si le patient peut monter 2 étages dans la vie courante et on sait que ça a une très bonne valeur prédictive de l'absence de risque périopératoire. Et finalement, ce n'est que chez les patients chez qui on aura soit une cardiopathie des antécédents connus, soit une forte suspicion en fonction de l'examen clinique initial, que là on va aller vers d'autres examens, l'échographie s'il y a un souffle, s'il y a une dyspnée inexpliquée, des tests de dépistage d'ischémie s'il y a des douleurs suspectes, mais en tout cas on ne va pas aller faire des échographies systématiques, des scintigraphies systématiques si on n'a pas de point d'appel. Je crois que c'est important. Il y a parfois une certaine crainte de multiplier les examens pour se protéger du risque sur un plan médico-légal. Là on a des recommandations solides qui permettent de savoir où on va, si on peut dire. Donc les biomarqueurs n'ont pas gagné du terrain dans ces nouvelles recommandations Un petit peu, mais ça reste quand même relativement limité et en tout cas pas à titre systématique. Très bien. Voilà. Et concernant les nouveautés thérapeutiques avec les AOD, avec... Alors, un chapitre qui vraiment a été très profondément remanié, c'est celui sur la gestion des antithrombotiques en périopératoire. Là aussi, c'est un problème complexe qui est de plus en plus complexe parce que ces médicaments sont de plus en plus nombreux, parfois associés. Et il y a vraiment des recommandations très précises, très claires. Il y a une classification tout d'abord du risque hémorragique des interventions qui est bien faite et qui permet, en association avec l'évaluation du risque thrombotique du patient, de pouvoir optimiser les décisions. Le risque thrombotique, c'est par exemple pour les antiagrégants plaquettaires, c'est s'il y a eu un syndrome coronaire aigu de moins d'un mois ou de 3 mois selon les cas de gravité, un antécédent d'angioplastie récente, et puis pour les anticoagulants, l'existence d'une prothèse mécanique, des fibrillations atriales à risque. Pour schématiser, dans les antiagrégants plaquettaires, chez les patients sous double antiagrégation, l'alternative sera le plus souvent
de faire la chirurgie avec uniquement sous aspirine si le risque thrombotique le permet. Si le risque thrombotique reste élevé, ce qui est recommandé en première intention, lorsque c'est possible, ce sera de différer la chirurgie non cardiaque de plusieurs mois de manière à être à distance de cette période, tout en évitant la double antiagrégation avec toutes les complications hémorragiques. Pour ce qui est des anticoagulants, la situation est un peu complexe parce qu'avec les anticoagulants directs, les NACO, on ne peut pas donner de recommandations uniformes. Et en fait, il y a un tableau qui permet, en fonction du type de médicament, en fonction de la fonction rénale et en fonction du risque hémorragique de la procédure, de recommander la durée d'arrêt, quand on arrête, quand on reprend autour de l'intervention, sachant que la règle générale avec les anticoagulants directs, c'est de faire une interruption donc de durée variable selon ces critères et de ne pas faire de relais, pas de relais héparinique. Finalement, le relais reste réservé aux antivitamines K et encore pas chez tout le monde, chez seulement les patients à haut risque, schématiquement soit les porteurs de prothèses mécaniques, soit les patients en fibrillation atriale à haut risque thromboembolique, en particulier ceux qui ont eu des accidents vasculaires. Là aussi, on retrouve une tendance un peu globale à diminuer les traitements antithrombotiques, à diminuer les indications de relais en fonction d'études randomisées qui ont été publiées depuis. Très bien. Et concernant les nouveaux traitements aussi de l'insuffisance cardiaque, les ARNI, sacubitril/valsartan, les anti-SGLT2, y a-t-il des précautions à faire avant chirurgie cardiaque? Il y a effectivement des précautions, là aussi, qui doivent être adaptées aux patients. En règle générale, si les patients sont insuffisants cardiaques, on va essayer de maintenir les traitements, IEC, ARNI, en périopératoire, avec une surveillance très vigilante parce qu'il faut, comme dans les recommandations précédentes, mettre l'accent sur le fait d'éviter les hypotensions périopératoires dont on connaît maintenant le rôle vraiment très délétère. Là, c'est vraiment une collaboration étroite avec nos collègues anesthésistes. Si en revanche les patients ont des IEC par exemple pour une hypertension artérielle, dans ces cas-là, il faut les interrompre avant l'intervention pour réduire ce risque d'hypotension. Là encore une fois, il n'y a pas de recommandation uniforme, ça dépend des caractéristiques du patient. Alors c'est vrai qu'en pratique quotidienne, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on aime bien les règles simples, mais il faut aussi s'adapter à l'évolution des connaissances et je pense que ce document sera très utile pour tout le monde. Il y a également bien sûr tout un chapitre dédié à la prise en charge de chaque type de cardiopathie, cardiopathie ischémique, cardiopathie valvulaire, cardiomyopathie et autres. Mais enfin, on ne peut pas tout passer en revue, mais enfin je pense que ça donne des recommandations générales qui sont vraiment très utiles en pratique quotidienne. Pour les anti-SGLT2 Alors, dans l'arrêt des traitements, absolument, j'avais oublié les inhibiteurs des SGLT2 qui sont récents et qui sont de plus en plus utilisés en cardiologie. Il est nécessaire de les arrêter 3 jours avant l'intervention pour éviter notamment les risques d'hypotension. C'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qui est assez peu connu des cardiologues et c'est mieux connu des diabétologues que des cardiologues. Et là aussi, c'est des précautions récentes compte tenu de ces médicaments qui ont fait une entrée fracassante en cardiologie et dont les indications ne cessent d'augmenter. Surtout pour prévenir le risque d'acétose post-opératoire et tout. Voilà, est-ce qu'il y a du nouveau concernant le suivi post-op Pas de surveillance particulière, dosage particulier? Alors l'évaluation de la troponine, bien sûr, qui est quand même le principal marqueur de nécrose périopératoire, parce que ces infarctus périopératoires sont très souvent silencieux, asymptomatiques. L'électrocardiogramme n'est pas toujours facile à interpréter. Donc l'accent mis sur les troponines en tenant compte bien sûr des différentes valeurs de référence et en tenant compte des cinétiques. C'est vrai que maintenant avec les troponines ultrasensibles, on a très facilement des petites élévations qui ne sont pas forcément significatives et on ne va pas conclure à un infarctus parce qu'on a un tout petit mouvement de troponine, mais si on a une cinétique nette avec une montée en post-opératoire importante, une décroissance après, là effectivement il faut être vigilant. Très bien, merci beaucoup professeur Young, c'était très intéressant et je vous souhaite un bon congrès. Vous aussi, et à bientôt. À bientôt.